Hallstatt, Stéphane Stoecklin à Minden, même s'il a signé maintenant pour aller jouer au Japon. Il va quand même retrouver quelques-uns de ses adversaires privilégiés en Bundesliga. Allez Philippe, avec Christian Godin. Oui, je suis avec Christian Godin. Christian Godin, je pense que vous avez débuté le match. Est-ce que Daniel vous fait confiance? Pourquoi? Parce qu'à mon avis, vous connaissez très bien les joueurs allemands. Vous les connaissez même par cœur. Tout à fait, mais bon, eux me connaissent aussi très bien, donc je pense que c'est du 50-50. Je pense que ça va commencer, je m'excuse. Merci. Voilà, les deux équipes qui se préparent dans quelques secondes. Le coup d'envoi de cette véritable finale du tournoi de Bercy. On peut peut-être rappeler les scores, Jean-Louis, des deux équipes dans ce tournoi. Alors, le premier jour, la France avait battu le Japon 29-17 alors que l'Allemagne disposait de la Tunisie 28-21. Et hier, la France a battu la Tunisie 33-22 et l'Allemagne, le Japon, 25-11. Ce qui fait que s'il y a un classement provisoire, la France est en tête au goal average avec 2 petits buts d'avance. C'est-à-dire que s'il y avait quelquefois match nul entre les deux équipes cet après-midi, eh bien la France l'emporterait. Ça part de là les gars, hein. Regarde le match avant de faire l'Europe. Là il faut entamer comme il faut mettre un match parfait. Ok, on va prendre des coups les gars. Alors faut se préparer à ça. Allez ensemble, bip bip. La voix de Guéric Kervadec, le capitaine de l'équipe de France, qui avait laissé son brassard hier à Christian Godin. Oui, Guéric qui était légèrement blessé à l'épaule avec un petit étirement. Cette fois-ci d'ailleurs c'est Cédric Burdet qui a exactement le même traumatisme, un petit étirement à l'épaule gauche. C'est pour ça que Daniel Costantini a préféré le laisser sur le banc. Oui, cette salle de Bercy, encore une fois, copieusement remplie, plus de 10 000 spectateurs aujourd'hui. Dans les buts, c'est Henning Fritz qui va débuter pour l'Allemagne avec le géant Henning Siemens, 2,08 m au poste d'arrière droit. À gauche, on va retrouver Kretschmar, à droite, Laure. Ensuite, bien sûr, Schwarzer, Venta et le meneur de jeu, Daniel Stéphane. Pour l'équipe de France, Christian Godin dans les buts, Pascal Léandri à l'aile droite, Golic à l'aile gauche. Et en défense, on va retrouver Dinard, Kervadec et Guillaume Gilles. Et devant, toujours Jackson Richardson. Stéphane Stoecklin, lui, le joue en attaque. C'est parti pour 2 fois 30 minutes de très haut handball. Donc défense habituelle côté français, 1-5 homme à homme. Les Allemands commencent avec un pivot dedans, Schwarzer. Suivez bien le duel Kervadec-Schwarzer. Tout de suite, on cherche à servir Christian Schwarzer avec une petite faute et un coup franc en faveur de l'Allemagne. C'est physiquement en début de match que la France va devoir résister. Laure. Kretschmar avec Daniel Stéphane. On va tout faire pour permettre à ce grand numéro 3, Henning Siemens, de se mettre en position de tir. D'ailleurs, ce sont un peu les mêmes combinaisons qu'on retrouvait avec Zerbe. Oui, on peut s'apercevoir que Daniel Costantini a choisi l'option de la défense 5-1, c'est-à-dire Jackson devant et mettre 3 gros gabarits, Dinard, Kervadec et Guillaume Gilles derrière. Venta. Il passe dans le dos, une interception, mais il y avait une faute sur Bogdan Venta. Bogdan Venta qui, un peu comme Duchebaev, a joué longtemps en équipe nationale polonaise et qui est maintenant naturalisé allemand. Et un tir au-dessus de Daniel Stéphane, un tir en appui. On voit tout de suite la solidité de la défense française qui provoque en fait un tir un peu forcé des Allemands. Oui, ça faisait 2 minutes à peu près, 1 minute 30 que les Allemands travaillaient cette défense sans trouver la moindre solution. Alors Stoecklin est entré à droite bien sûr, c'est Guillaume Gilles qui mène le jeu. Jackson Richardson. Guillaume Gilles, un tir contré par Petersen, ballon toujours pour l'équipe de France. Petersen, le capitaine allemand. Richardson, un contre 1 avec Golic. Là aussi c'est très dur en début de match. Léandri, superbe passe. Stoecklin avec une faute sur Stéphane Stoecklin. Premier penalty, Stéphane Stoecklin apparemment. Regardez le renversement complet. Et Kretschmar avait anticipé, était parti à l'interception. Et oui, Stéphane était parti dans son dos. Il y a un pénalty indiscutable, mais c'est vrai que Kretschmar, c'est un geste pas méchant. Il a voulu faire obstacle avec son corps, mais il n'a pas voulu prendre le bras, donc c'est quand même de bon esprit.
Et André Golic a raté son premier penalty du tournoi, arrêté par Henning Fritz avec le genou. On aurait dû prendre le rebond bien avant, tu vois, pour faire un tir avec effet. Et toujours 0-0 dans ce match entre l'équipe de France et l'Allemagne. Les deux équipes un petit peu crispées, même si on voyait, on discutait avec les joueurs, ils avaient l'air détendus mais concentrés. Super barré aussi de Christian Gaudin. Qui avait bien anticipé sur ce tir. Il était parti en même temps que le tir. Ce qui est surprenant, c'est que Jackson joue au poste d'arrière gauche. On sent Christian Gaudin très très motivé, ça s'est vu déjà un petit peu à l'interview et c'est vrai que c'est la première apparition à Bercy puisque Daniel a voulu tester plutôt Varlotto et Francis Franck et c'est vrai que Christian Gaudin va se lâcher totalement contre l'Allemagne maintenant. Gilles, un contrat, il est passé, il était sur son mauvais bras et il y avait une faute sur Guillaume Gilles. Donc 0-6 côté allemand. Alors qui va réussir enfin à forcer le verrou avec une faute de Nils Lehmann, autre grand gabarit, 2,02 m. C'est pas facile de se mettre en position de tir. Hein. Il va falloir prendre cette défense de vitesse. Golic. Guillaume Gilles à la hanche. Cette fois-ci, il réussit son tir. La première fois, il avait été contré. Il est allé chercher son bras beaucoup plus bas. La balle au ras du sol pour recroiser son tir. Et battre Henning Fritz. Il est beau, juste à la hanche de Petersen. Regardez ce superbe ralenti proposé par Jean-Jacques Amselem et son orchestre. Faut pas libérer le milieu comme on a fait tout à l'heure. Stéphane avec Venta, bien pris tout de suite. Kretschmar sur le poteau. Ballon sauvé de justesse, Richardson. Didier Dinard. Qui a envie de rester en attaque, Didier Dinard. Voilà, il rentre deuxième pivot. La France va attaquer cette défense avec deux pivots. Accrochage sur Kervadec. Voilà, avec une faute de Siemens sur Kervadec qui va donner un bon coup franc pour l'équipe de France. Permettre en tout cas à Stéphane Stoecklein de rentrer sur le terrain. Vous voyez ici Olivier Giraud. Richardson. Il pensait déjà à son tir, Guillaume Gilles. Jackson dans la suspension. Plaqué au sol par Christian Schwarzer et Bogdan Venta. Et il faudra quand même que la Fédération internationale se penche sur le problème de naturalisation parce que voir Venta en équipe d'Allemagne. Venta 180 sélections en équipe de Pologne. Franchement, ça me fait sourire. Ah, oui. Bon, en Espagne, c'est encore pire avec Dutchebaev et Chepkin. Ouais, c'est quand même un peu n'importe quoi. Oh, quel but! Oh, ça c'est bien pour Guérit Kervadec parce que il était quand même, je ne vais pas dire impressionné, mais il avait un petit peu la trouille de jouer contre son gardien, puisque Henning Fritz joue à Magdebourg, même club que Guérit Kervadec. Et là, Guérit vient de remporter son premier duel, et c'est de bon augure pour la suite du match. En plus, un superbe but très technique. Oui, c'est très technique et d'autant plus surprenant que Guérit est un gros gabarit, un grand gabarit, et c'est vrai que c'est très difficile pour lui. Kretschmar avec Venta. Stéphane toujours cherche à mettre en position. Venta contré avec une faute sur Venta. Venta qui est un petit peu en fin de carrière, il a 37 ans. Et ça a été un joueur phénoménal quand il était un petit peu plus jeune. Les Allemands essayent de faire des combinaisons, c'est-à-dire avec un renversement et rentrer de l'arrière droit le numéro 3. Stéphane. Siemens est contré par Guérit Kervadec. Allez, il y a une possibilité de monter de balle. Guillaume Gilles avec Jackson, Richardson, Dinard à droite, il va pouvoir déclencher. Ouais, bravo pour cette montée de balle. 3 passes, il n'y a pratiquement pas eu de dribble, ce qui a permis à Didier Dinard de se retrouver à 6 mètres, désaxé, même déséquilibré. Il arrive à tromper le gardien allemand. Et ça commence très très bien pour l'équipe de France, qui tient le coup en défense et qui arrive à trouver des solutions en attaque, notamment sur montée de balle. Quelle volonté chez Didier Dinard, qui lui aussi est tout neuf au niveau international. Bon, il a connu les espoirs bien sûr, mais au niveau senior, il n'a pas beaucoup de sélections. Il profite de l'absence de Marc Bilberger et de Bernard Lachimi.
Avec un nouveau carton jaune pour Guillaume Gilles. Stéphane qui était pris entre Richardson et Guillaume Gilles. C'est pas facile de passer quand même. Surtout que Guillaume Gilles semble avoir retrouvé toutes ses jambes. Ah, il a eu un match pour se remettre dans le coup en fait. Mais Philippe Gardon nous avait prévenu qu'il avait du mal à rentrer dans un tournoi, mais qu'après il était très très performant. Penalty sur Kretschmar. Ouais, rien à redire, balancé dans sa suspension. Avec un avertissement pour Didier Dinard. Allez, petit Lolof, il est complètement excentré, il n'a pas d'élan. Oui, Daniel Costantini a demandé à Jérôme Fernandez de se préparer. Je pense qu'il va rentrer à la place de Guillaume, seulement juste pour se faire un petit peu oublier par les arbitres. Voilà, ça se confirme. Avec un arrêt superbe de Christian Godin sur ce penalty tiré par Daniel Stéphane. Oh là là, et Siemens est allé mettre un carton à Didier Dinard. Tout de suite, tu vas te faire oublier, quand tu reviendras, ils vont oublier qu'ils t'ont mis à la verte. Voilà la confirmation par Daniel Costantini de ce que disait Philippe Gardon. Comme quoi vous le connaissez bien, hein, Philippe. J'ai quand même fait 13 ans avec lui en équipe nationale, donc c'est vrai qu'on se connaît pas mal. Siemens. Défense toujours très mobile du côté français. Il a le trou, Stéphane. Et premier but pour l'Allemagne. Il est allé au contact au départ. Et il est remonté en suspension avant de déclencher son tir, légèrement désaxé. Et qui vient tromper. Voilà, il remonte. Contact. Il remonte léger désaxé. Et il vient tromper Christian Godin. Il ne peut pas faire grand chose comme ça, sans défenseur. 3-1 en faveur de l'équipe de France. C'est Stéphane qui défend sur Stocklin. Fernandez. Ah, il est fort, quelle feinte. Feinte de tir pour faire baisser la garde des défenseurs français, des défenseurs allemands. Monté en suspension, tir complètement masqué. Regardez, première feinte de tir, tout le monde a l'impression que la balle est partie déjà. Il l'a toujours dans la main, il monte en suspension. Et il prend tout le monde de vitesse, la défense et le gardien. Premier but de Stocklin dans ce match. La France mène 4-1 après 9 minutes 16 en première période. Vous avez promis un gros match, on l'a. Toujours Jackson très avancé sur les arrières allemands. Et Venta. Toute la classe de Venta. Faut pas le laisser approcher. Joueur très efficace. À 9 mètres comme ça, Bogdan Venta. Regardez avec notre caméra sur notre grue. Et Guéric est légèrement en retard, mais enfin il faut dire aussi que Venta est monté à 10 mètres. 4-2. Stocklin qui essaie de décaler Léandri. Bien joué Jérôme Fernandez qui ne peut pas tirer dans sa suspension. Stocklin contré et arrêt de Fritz. Il y avait deux Allemands sur la trajectoire du tir de Stéphane Stocklin. Lehmann avec Schwarzer. Une position inhabituelle pour lui. Bien joué. Très très bien joué de la part d'Holger Lohr. La défense française était un petit peu prise de vitesse. Oui, battu sur un décalage parfait des Allemands. Et lob aussi parfait de Lohr, le joueur de Gummersbach, qui était entraîné d'ailleurs par le nouvel entraîneur de l'équipe nationale, Heiner Brandt. Ouais, il va falloir être prudent sur les montées de balles des Allemands, puisque c'est toujours le même système. C'est Schwarzer qui se retrouve en position d'arrière droit et qui décale ou qui rentre. Et là, il fallait être costaud pour se sortir de cette tenaille. Guéric Kermadec. Il a reçu une passe difficile. Il a fait le ménage. Regardez la passe de Richardson qui arrive. Demi-tour contact sur Petersen. On va bien le revoir avec cette image. Il tourne autour du défenseur de Kiel et boum. Quelle puissance pour Guéric Kermadec. 5-3. Allez, faut tenir. Venta bloqué par Jackson Richardson. Siemens. Fernandez qui est chargé de le bloquer carrément très haut. Kretschmar.
Ah oui, C'est un artiste très, aussi. ouais, très efficace sur son aile. Mais il y a eu un beau travail de Venta qui a effacé Didier Dinard, qui a attiré le défenseur de Kretschmar. Ah, il n'a pas beaucoup de place Kretschmar quand même. Hein. Ouais, mais il est très puissant, bien équilibré. C'est l'enfant terrible du handball allemand. Stéphane, bougez derrière. C'est aussi l'un des plus gros salaires du côté de Magdebourg. Fernandez, premier tir, il est pas malheureux, Jérôme Fernandez. Ah, il a attendu le dernier moment avant de déclencher son tir. Il était monté très haut. Il a dépassé la défense allemande avant de déclencher. Et dans sa suspension, il a emmené en même temps le gardien allemand. Oui, je pense que Daniel Constantini prend le choix de changer ses deux ailiers, c'est-à-dire que André Golic et Pascal Léandri vont être remplacés par Olivier Giraud et Stéphane Plantin. Ils avaient fait ça, le coup d'après, tu fais autre chose. Match très très correct, hein. On s'attendait à un combat physique, on l'a, mais les deux équipes se respectent. C'est vrai que les dernières confrontations avaient été difficiles, voire à la limite de la violence, surtout à la Super Cup en finale. Ouf, quel réflexe de Christian Godin. Mais là aussi toute la classe de Venta. Avec un carton jaune pour Didier Dinard. Il va y avoir un penalty. On va le revoir sous un autre angle. Défense en zone. Ouais, il est poussé par Pascal Léandri en fait. Je pense que c'est ça. Oui, mais c'est Didier Dinard qui prend l'avertissement. Là, je comprends pas. Donc penalty en faveur de l'Allemagne. Stéphane Kretschmar face à Christian Godin. Et l'Allemagne qui revient à un but. On peut être adversaire et rigoler. Deuxième but pour Kretschmar. Voilà, changement de défense du côté allemand. Stéphane Söclin qui est pris en individuel strict. Ok, là, arrêt aussi là de Henning Fritz. Voilà, on a déclenché un peu trop vite quand même. Ça aurait mérité un ou deux tours de balle avant de déclencher un tir. Petite faute de jeunesse de Jérôme Fernandez. Bah, lui, il n'a pas hésité. Bogdan Venta, il égalise à 6 partout. Un de moins. Un de moins dans la défense française. On trouve le décalage. Venta qui se présente à 9 mètres tout seul et qui vient fusiller Christian Godin. On voit très bien avec cette caméra. Venta ne fait pas de faute de jeunesse, lui. C'est vrai qu'il est pas très beau à voir, mais il est très efficace. Les Espagnols l'appelaient El Maestro. Söclin, pris très haut par Kretschmar. Léandri au poste de pivot. Ouais, ça va être difficile face à Petersen et Lehmann. Ah bah, il leur arrive au niveau de la ceinture. Pourtant il est costaud quand même pour un ailier aussi, hein, Pascal Léandri. Fernandez. Guillaume Gilles. Voilà, superbe. Superbe action de jeu entre les deux espoirs de l'équipe de France, Guillaume Gilles et Jérôme Fernandez. Gros travail de Guillaume en 1 contre 1. Et Jérôme Fernandez qui était parti parfaitement dans le temps. Déclenche tout de suite. Et il a fait d'énormes progrès là-dessus. La Claude Onesta et Anna Reynal ont fait du bon boulot à Toulouse. Ouais, bien joué juste dans l'intervalle. Très très bonne passe, très bon enchaînement pour le premier but de Henning Siemens. Il y a un petit relâchement en défense du côté de l'équipe de France, mais il faut dire aussi qu'il joue à 1 de moins. Donc les Allemands jouent parfaitement le décalage. Avec l'entrée de Giraud qui va jouer sur son poste de lié gauche, comme dans son club, contrairement aux 2 premiers matchs. Söclin avec Guillaume Gilles. S'en sort bien le Chambérien. Coup franc pour la France. Joué par Guéric Cavadec. Demi-tour contact pour Jérôme Fernandez et coup franc pour l'équipe de France. C'est bien parce que même dans un match aussi difficile, Jérôme Fernandez tente des choses, comme ce demi-tour contact. Il a complètement pris confiance.
Ouais, c'était dur, trop dur ce qu'a tenté Guillaume Gilles, la montée de balle avec Holger Laure. C'est bien défendu de la part de Stéphane Stoecklein. Ouais, sans faire de faute sur Holger Laure, il l'a orienté en fait vers le coin. Voilà, il l'a obligé à aller vers l'extérieur. Après, il se referme assez vite. Hein. Et tout de suite, c'était bon. Hein. Tout de suite, c'était bon. Faut pas que tu l'oublies ça. Comme quoi Stéphane Stoecklein a progressé en défense en Allemagne. En course, en puissance aussi. Stéphane, hein. 7 partout, toujours. Un petit peu plus d'un quart d'heure de jeu. Siemens. Les Français sont au complet. Et encore un arrêt de Gaudin. Allez, 3 contre 2, ça se joue ça. Ça se joue jusqu'au bout. Kervadek à la lutte avec Daniel Stéphan. Ouais, c'était bien joué d'ailleurs de la part de Henning Fritz qui avait laissé sa lucarne ouverte, qui a attendu, qui a forcé pratiquement Gary Kervadek à tirer à cet endroit. C'est un peu la même défense que celle de Stoecklein tout à l'heure. Il l'a orienté côté droit pour fermer l'angle. Bien joué, bien défendu. Avec Stéphane Plantin qui a remplacé Léandri. Il a un trou. Guillaume Gilles, ça passe sous le pied d'Henning Fritz. Et il y a un peu de réussite. Hein. Et du gauche, s'il vous plaît. C'est le marque du bras gauche. Il est parti avec son épaule droite en avant. Et ce qui est complètement inhabituel, Guillaume Gilles qui marque du bras gauche. Oui, ce qui est intéressant, c'est le culot de Guillaume, le culot de Jérôme Fernandez. C'est vrai qu'avec ces deux joueurs-là, l'équipe de France a quand même un bon avenir. Mais est-ce que Guillaume Gilles travaille beaucoup à l'entraînement son tir des deux bras? Oui, il le travaille énormément. Ils sont deux à le faire. C'est Guillaume Gilles et Stéphane Moellec, le demi-centre de Chambéry. Et c'est vrai que généralement le matin, ils font beaucoup de séances du bras gauche. Ouais, c'est intéressant à savoir. Et c'est intéressant aussi aussi bien pour Chambéry que pour l'équipe de France. La preuve, c'est que là, Guillaume a surpris complètement la défense allemande. Avec un nouveau coup franc. Cette fois sur Olivier Giroud. Faute de Daniel Stéphan. Là, on durcit un petit peu la défense. Petersen est rentré plein centre. Schwarzer et Lehmann. Et encore un contre sur Stéphane Stoecklein. Stéphane qui connaît très bien Stéphane Stoecklein et Kretschmar qui perd le ballon sur cette montée de balle. Bon retour de Stéphane Plantin. Ouais, c'est fermé. Oh là là, quelle action! Quelle action superbe conclue par Fernandez. Que c'est bien joué de la part d'Olivier Giroud qui a attendu que Jérôme Fernandez soit lancé complètement, tel un bulldozer. Ah, il a ouvert l'intervalle. Il n'y avait absolument rien à faire. Regardez avec cette caméra opposée. Oui, on peut s'apercevoir aussi que Jérôme Fernandez est le seul arrière en France à jouer sans ballon. C'est-à-dire qu'il appelle la balle, il fait de la course et après il reçoit la balle. Ce qui donne beaucoup plus de puissance. Siemens qui essaie de jouer avec l'or, bien défendu de la part de Giroud. Et Christian Gaudin qui réalise un très bon match, très bonne première mi-temps, la contre-attaque, ballon intercepté par Stéphane. Faut pas se relâcher, Kretschmar et encore Gaudin. Et là, Christian Gaudin après cet arrêt a raison de calmer le jeu. Il faut que les Français récupèrent quand même parce que ça fait 3-4 allers-retours qu'ils font à toute allure. Ouf. Regardez avec la loupe le tir de Stéphane Kretschmar et l'arrêt superbe derrière de Christian Gaudin. Christian Gaudin qui en est à 42% de réussite sur ses arrêts. 5 arrêts sur 12 tirs. Ah, voilà. Il était en difficulté sur les deux précédents tirs. Et là, cette fois-ci, il arrive à faire la différence. C'est toute la classe de Stéphane Stoecklein. Ah oui, j'avais l'impression que la défense disait bon, ça va, il doute maintenant, il va jamais tirer dans cette position. C'est justement là qu'il va tirer. Voilà, c'est la grande qualité, c'est qu'il n'a aucun complexe. Il est sûr de lui. C'est superbe bien joué parce qu'il avait des petites difficultés dans son secteur. Il est venu chercher le secteur central, voire le secteur gauche pour aller changer et pour aller tirer. Venta qui rentre au deuxième pivot. Avec Aaron Zierke qui est entré avec un gros bandage. Il était ouvert au menton hier. Zierke, le coéquipier de Christian Gaudin. À Hamel.
Allez, on essaie de le mettre en position. Il se casse les dents sur la défense de Dinard. Et Christian Schwarzer est pour l'instant très très bien pris. On n'arrive pas du tout à servir le pivot. Attention, il faut replacer 5 autour. Là, c'est vrai que la défense française sert bien à s'y mettre. Jack. Ouais, Jack, reste au milieu. Reste au milieu, Jack. Bien défendu de la part de Jérôme. Face à Venta, c'était pas facile. Cirque avec Bogdan Venta contré à 3. Ah, ça se joue jusqu'au bout. Belle interception de Henning Fritz. C'est dommage parce qu'il y avait un 3 contre 1 à jouer. Ouais, Didier Dinard qui a marché sur les doigts un peu involontairement de Bogdan Venta. Enfin, ça fait 102 kilos sur les doigts, ça doit faire mal quand même. Crunch. À mon avis, il s'en souvient. Hein. Maintenant, il a des doigts palmés, Bogdan Venta. Il a la marque des chaussures de Didier Dinard sur les doigts. 17. 3 buts d'avance pour l'équipe de France. L'équipe de France plus agressif. 2-4. Avec Zirke et Stéphane pris en individuel. Des points de Bogdan en strict ici. Strict. Stéphane. C'était dur ce qu'il a tenté. Oui. La défense française prend le pas et je pense que Daniel Costantini va demander à Jackson Richardson de prendre Venta en strict puisque Venta est le meneur, donc il veut totalement annihiler cette attaque allemande. Didier Dinard qui prend 2 minutes pour avoir retourné comme une crêpe Daniel Stéphane. Stéphane qui était venu au contact de la défense. Donc c'était difficile pour lui de tirer. Et comme il part légèrement en arrière dans sa suspension. Et attention, c'est quand même la 2e fois que Didier Dinard est exclu pour 2 minutes. La prochaine fois, ça sera définitif. Donc il va falloir que Daniel Costantini ménage un peu le défenseur de Montpellier. En tout cas, il a fait le ménage depuis 2 minutes. Il a broyé la main de Venta. Il a cloué au sol Stéphane. Ça va. 8 fautes en défense pour Didier Dinard, ça prouve qu'il défend. Et 22 fautes pour l'équipe de France. Donc là aussi, ça prouve que la France est performante dans ce domaine. Allez, le coup franc est joué. La France en infériorité numérique. Il va falloir être très très mobile. Stéphane pour Schwarzer. C'était son premier tir, Christian Schwarzer. Et c'est Christian Godin qui a eu le dessus. Ah, en finesse, Holger Laure. Oui, il avait tenté 2 tirs avec une grosse puissance. Et là, bien, c'est un lob qui est passé. On voit tout le travail de Christian Godin pour déstabiliser le tireur une fois qu'il est en suspension. Pour essayer d'orienter en fait le... Et ça n'a pas fonctionné. Holger Laure est resté lucide. Sous l'œil de Jackson Richardson. Il souffle un peu sur le banc. Stockton toujours pris en individuel. Surtout, et la France joue à 1 de moins. C'est surtout ça le problème. Fernandez, tir un peu rapide de Jérôme Fernandez, arrêt de Henning Fritz. Holger Laure avec Kretschmar et le bombardement. Une contre-attaque très collective entre Kretschmar et Laure. Tout à l'heure, Stéphane Kretschmar avait voulu y aller tout seul. Il s'était cassé les dents sur Godin. Il s'est dit là, on va jouer collectif. Il n'y a pas grand chose à faire. La France mène toujours d'un but. « 19. Guillaume Gilles avec Fernandez. C'est dur en infériorité numérique face à une équipe de ce calibre. Parce qu'il faut attaquer quand même. Il faut attaquer pour éviter le refus de jeu. Faute de Petersen. Ouais, ballon perdu. C'était difficile. Surtout pour Stéphane Plantin à s'y mettre avec les gros gabarits allemands. Stéphane, reviens à ta place. Au milieu, Gérard, au milieu. Venta, oui, il est passé. Ah, c'est là où il est fort, Venta, parce que contrairement à tous les autres joueurs, il va y avoir 2 minutes en plus. Les Français pris de vitesse. Eh oui. 2 minutes pour Guillaume Gilles. Là, il n'y a plus beaucoup de Français sur le terrain.
Faute sur Bogdan Venta. L'occasion pour l'équipe d'Allemagne d'égaliser. Kretschmar face à Godin. Sans problème pour Kretschmar. 4 buts réussis par Kretschmar, 67% de réussite. Et temps mort demandé par Daniel Costantini. On va écouter le coach de l'équipe de France. Faut rester un petit peu sérieux là, tenir un peu le ballon, mais prendre un petit peu des risques avec notre run à des intervalles. Le mouvement, ils le connaissent, mais justement, ils anticipent dessus. Alors essayez quand vous avez la balle de renverser. Hein, faites quelque chose pour les surprendre. Donc Zozo, Stéphane, Jérôme, Jackson, Stockler, allez. 63% de réussite au tir pour les Français, 47% pour les Allemands. Alors que vous voyez les statistiques et les buteurs allemands notamment, Kretschmar meilleur marqueur pour l'instant, 4 sur 6 au tir dont 2 pénaltys. Avec un pourcentage de réussite relativement correct. La France et l'Allemagne sont à égalité à 10 partout à 5 minutes de la fin de cette première mi-temps. Très indécise. Cette véritable finale du tournoi de Bercy. La France a l'occasion de remporter ce tournoi pour la 4e fois. Coup franc en faveur des Bleus avec toujours un joueur de moins. Stéphane Stocklin. Écran de Fernandez sur Kretschmar. Il n'a pas bougé Lehmann. Richardson. Fernandez qui cherchait à jouer avec son pivot. Attention, fut de jeu. Pour l'instant, c'est pas signalé par les arbitres. Heiner, pendant que lui essaie de montrer aux arbitres espagnols que les Français ne tentent pas grand-chose. Attention, l'arbitre a levé la main. Et interception de Schwarzer sur cette passe de Stéphane Plantin. La contre-attaque, Kretschmar. Ah, c'est fort. C'est très fort ce que vient de réussir Stéphane Kretschmar. Les Français qui viennent d'encaisser un 4-0. Et oui, 4 contre-attaques ou 4 montées de balles. Alors en fait, c'est Richardson qui contre la balle de Kretschmar. Ouais, parce que la trajectoire était un peu bizarroïde. On va le revoir avec la loupe proposée par Jean-Jacques. Ah oui, avec sa main. Avec sa main droite, il contre le ballon. Et c'est ce ballon qui trompe aussi Christian Godin. Ah, la France perd trop de ballons en attaque. Ah oui. Quelques imprécisions qui sont payées comptant en ce moment. On va venir essuyer le terrain. Et même les supporters français dans cette salle de Bercy sont un peu chloroformés. Je pense que l'équipe de France se précipite un peu trop. Il devrait plutôt les contourner, plutôt les patienter, fixer son adversaire direct et attendre un bloc du pivot, par exemple, du secteur central pour couper cette défense en deux. La France avait remporté le tournoi de Bercy en 94, justement battant en finale l'Allemagne 18-17. Fernandez avec Jackson Richardson qui renverse complètement. Oui, c'est fermé pour Fernandez. Marché de Jérôme Fernandez. Ah, il faut défendre, il faut faire l'effort. Oh, quel but! Le but de l'année peut-être pour Stéphane Kretschmar. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est fort, Kretschmar. Extraordinaire but. Cette action. Regardez ça. Déjà la passe n'était pas facile à faire. Rattraper la balle au rebond. Et coup de poignet. Il remonte la balle en pleine lucarne de Christian Godin. Voilà pourquoi Stéphane Kretschmar est un des meilleurs ailiers du monde, si ce n'est le meilleur. Regardez ce qu'il fait avec sa main. Oups. Et ça va dans la lucarne. Juste avant de retomber, il arrive à remonter la balle dans la lucarne. Quel monstre. 6 sur 8. Stéphane Kretschmar m'a confié juste avant le match qu'il désirait jouer en France. Ah bon? Donc à bon entendeur, salut les clubs fortunés, vous pouvez faire une proposition à Stéphane. Il va falloir quand même trouver un sponsor de taille. Hein. Les Chambéry par exemple. Ouvrez une cotisation nationale. Et si c'est Chambéry, il me mange tout le budget. Hein. Tire sur le poteau. Les Français ne sont pas très heureux en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire. L'équipe de France au complet qui est maintenant menée de 2 buts. Ça va mal. Il faut retrouver une assise défensive. Et c'est vrai aussi que beaucoup de Français étaient sortis et les Allemands en ont profité. À fond. Hein. Le contre-attaque de Kretschmar, il a marqué 4 des 5 derniers buts allemands. Daniel Stéphane. Les 2 pivots qui montent en bloc pour les arrières. Stéphane et Venta de chaque côté.
Avec une faute de Guéric Kervadec. Ça vous passera des moustaches, les ballons, allez, les bras, libérez vos bras. Et puis Didier Dinard qui est rentré à nouveau au plein centre de la défense, qui ne pourra pas défendre comme au début. Avec un marché sifflé contre Venta. Et il va falloir retirer ce coup franc. Décision pas du tout du goût du public, qui a cassé la montée de balle et la contre-attaque française. Il y avait une faute d'un Allemand qui était au contact de Richardson. C'est pour ça que Jackson est monté en suspension pour faire sa passe, parce qu'il était gêné justement par l'Allemand. Donc ça méritait quand même 2 minutes pour... Oui, ça méritait 2 minutes, mais c'est vrai que l'arbitre ne veut pas l'accorder, puisque Jackson est en mouvement et quand on siffle un coup franc, il faut que la balle parte à l'arrêt. Petit point de règlement bien intéressant. Et avec le rebond, Guéric Kervadec qui met enfin un terme à cette mauvaise série française. Tir de Jérôme Fernandez, bien repoussé par Fritz. Et le ballon revient dans les mains de Guéric Kervadec. À bout portant, pas grand chose à faire pour le gardien de Magdebourg. 12-11 pour l'Allemagne. Il reste 1 minute exactement dans cette première mi-temps. Ça serait bien que l'équipe de France parvienne à égaliser. Les Allemands vont essayer de gérer leur petite avance, marquée juste avant la pause. Schwarzer avec Venta. Aaron Tsirk enferré dans la défense de Jérôme Fernandez. Il avait marché avant que Venta ne déclenche son tir. Et la balle est toujours allemande. On essuie le terrain. Il restera 20 secondes derrière. 20 secondes pour ne pas prendre de but, pour rester au moins à cette situation de 12-11. Qui serait finalement un score relativement correct vu la fin de première mi-temps de l'équipe de France. On se replace côté allemand. Kretschmar rentre au deuxième pivot. On va écarter des deux côtés. Et oui, c'est bien joué du côté allemand. Ouais, juste avant. C'est bien joué, ils ont joué un décalage parfait avec cette entrée de Kretschmar au poste de pivot. Et voilà, c'est la mi-temps sur ce score de 13-11. 13-11 en faveur de l'équipe d'Allemagne. Allez, Philippe, au travail. Oui, Stéphane, vous semblez avoir des petites difficultés quand même pour contourner ce bloc allemand. Bah ouais, c'est vrai que c'est une 6-0, c'est totalement différent des 2 jours précédents. On shoot peut-être un petit peu vite, mais bon, on va essayer de régler ça en deuxième mi-temps, mais c'est vrai que c'est pas évident parce qu'ils sont grands et qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Okay, merci. Bonjour Guillaume. Tu sembles avoir retrouvé quand même des bonnes jambes. Ouais. Mais par quoi vous avez des petites difficultés quand même pour essayer de passer au-dessus. Je sais pas, est-ce qu'il n'y aurait pas des solutions pour pouvoir contourner et finir à l'aile? Ouais, c'est vrai que moi je dirais qu'on a trouvé quand même de belles solutions en attaque. Le problème c'est que sur la fin on a perdu des ballons connement, on se fait sortir à 2 minutes sur des erreurs un peu grossières et je crois que c'est ce qui fait la différence là à la fin de la mi-temps, donc il va falloir essayer de corriger ça et de perdre le moins de ballons possible pour rattraper ce retard. D'accord. Et au dernier jour de Bercy, je te dis, tu sembles aller vraiment mieux. Est-ce que pour toi psychologiquement c'était important avant de débuter cet Euro qui est dans une semaine? Je crois que j'ai suivi un super régime, j'ai utilisé les conseils de mon entraîneur, parce qu'il est devenu svelte maintenant. Non mais je crois que l'Euro, enfin le Bercy c'est important pour préparer cet Euro. On va essayer de finir comme il faut pour partir dans le meilleur état d'esprit pour bien commencer cet Euro. Merci jeune homme. Ciao. Bon, un petit clip en attendant que Bruno soit prêt avec les plus belles images de cette première mi-temps. Le voilà, le but du gauche de Guillaume Gilles. C'est quand même assez inhabituel, mais après ce que Philippe Gardin nous a dit pendant le match, ça n'est pas étonnant. Nous accueillons les jongleurs de drapeau. Jérôme Fernandez, le Toulousain. Et on revoit les contre-attaques de Stefan Kretschmar, donc qui permet à l'équipe d'Allemagne de mener 2 buts. Alors pour cette mi-temps, on va profiter de ce tournoi de Bercy pour parler avec Thierry Perreux. Thierry Perreux qui prend sa retraite, qui arrête de jouer au handball, bon, qui va devenir entraîneur. Ça doit vous faire quelque chose quand même, Thierry, après toutes ces longues années passées sur un terrain? Bah pour l'instant ça va, je suis bien content d'avoir arrêté parce que mes vieilles jambes avaient du mal à me porter, donc
Pour l'instant, je suis assez soulagé. Je verrai qu'en quelques temps, peut-être que le terrain va me manquer, mais je le répète, pour l'instant, je suis bien. Physiquement, j'ai mal nulle part parce que je suis reposé, donc ça va. Alors qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à mettre un terme à votre carrière? C'est les genoux ou bien dans la tête vous aviez plus trop envie de jouer? C'est un peu les deux, c'est un peu dans la tête. Je pense que physiquement, je commençais à péter de partout, donc avant de me mettre sur une chaise roulante, j'ai préféré arrêter. Et donc la tête ne suivait plus non plus, donc je me suis dit stop, quoi. Alors on va profiter de la mi-temps pour revenir un peu sur votre carrière qui est riche quand même. Vous êtes peut-être le sportif français avec Richard Dacoury le plus titré dans le sport collectif. Rappelez-moi un petit peu votre palmarès. Voilà, j'ai gagné 6 fois le championnat de France, 4 fois la Coupe de France, 1 fois la Coupe d'Europe. Et puis le palmarès avec l'équipe de France. Mais bon, je suis d'autant plus content que j'ai un titre de champion de France de plus de Philippe Gardan, et ça, je sais qu'il ne l'aime pas, quoi. Oui, ça c'est sûr. Donc on va revenir justement sur votre carrière. Là, c'était quand vous jouiez à Gagny. Vous avez remporté avec l'équipe de Gagny 3 titres. Et c'est peut-être votre plus grand match en équipe de France. Vous vous en souvenez de ce match? Non. Je vais vous éclairer, c'est en Tchécoslovaquie. Oui, contre l'Islande en Tchécoslovaquie. C'était un match qualificatif pour les Jeux Olympiques. C'était un match à 9h du matin et voilà, moi je suis content là. C'est vrai que c'était un match où on était complètement cuit, on n'en pouvait plus et on a tout donné pour ce match-là. Là je mets un but, je sais pas comment j'ai marqué celui-là, mais et voilà, et là ça explose. C'est la première fois que l'équipe de France se qualifie pour les Jeux Olympiques et voilà. Alors justement, là c'est un peu ce qui lance véritablement votre carrière en équipe de France. Ensuite arrive l'époque des Barjots, la grande équipe, la grande épopée des JO de Barcelone. On va d'ailleurs revoir des images du match pour la 3e place. Est-ce qu'au niveau de vos souvenirs, c'est la plus grande époque pour vous? C'est le plus grand souvenir, ouais. Pour moi, la médaille de bronze aux Olympiques, c'est le plus grand souvenir. Même si c'est vrai que le titre de championnat du monde, c'est encore au-dessus, mais moi j'avais pas joué beaucoup à championnat du monde, alors j'étais vraiment très heureux mais aussi en même temps très frustré, donc là pour moi c'est quelque chose de ces Jeux Olympiques, c'était un rêve, quoi. On était sur une autre planète, on pensait vraiment pas arriver à ce niveau là et là je suis pas mal en blond quand même. Est-ce que vous avez été frustré de ne pas pouvoir aller aux Jeux Olympiques d'Atlanta? Vous étiez encore en activité quand même. Oui, j'étais encore en activité, j'étais plus tout jeune, mais bien sûr j'étais frustré. On était de l'équipe du championnat du monde, du titre de champion du monde, on pensait repartir tous ensemble aux Jeux Olympiques. Bon, Daniel en a décidé autrement, maintenant c'est du passé. Mais c'est vrai que j'ai été un peu frustré, j'ai vu les mecs souffrir, je voyais qu'ils souffraient sur le terrain parce que je n'avais pas l'impression que l'ambiance était géniale. Donc moi j'étais dans la télé, je souffrais pour eux et j'ai été déçu quand même qu'ils finissent le 4e. Oui, Thierry, excuse-moi, on t'a appelé, enfin les journalistes t'ont appelé Didier Poète. Moi je te connais depuis 15 ans et sincèrement dans la vie t'as rien d'un poète. Alors pourquoi c'était dit Poète? Je sais pas, moi non plus j'ai pas l'impression d'être vraiment un poète et dans la vie et sur le terrain, peut-être un peu avant, mais depuis quelques temps j'ai pris quelques kilos et je suis plutôt assez balourd sur le terrain. On a vu ça sur les images. Mais je sais pas, c'est Jean-Louis Michel qui je crois m'aimait bien et m'avait surnommé comme ça. Ouais, c'est peut-être parce que vous aimiez bien faire des roucoulettes, ce fameux geste qui vous a rendu célèbre dans le monde entier. Oui, dans le monde entier, je sais pas. En tout cas, au Congo, oui, parce que je me souviens les Congolais qui se demandaient ce que j'avais fait une fois. Mais bon, c'est pas moi qui ai inventé ça. Je crois que Sylvain Nouel faisait avant moi. Il y a un Roumain qui le faisait avant moi. Bon, moi, c'est vrai que j'en abusais peut-être un peu parce que je savais pas faire autre chose. Alors. Là, on revoit des images quand vous étiez sous le maillot de l'OM Vitrolles. Là aussi, c'est un grand souvenir. C'est un peu la prolongation de l'épopée des Barjots. Ouais, c'est un grand moment. On est arrivé avec Philippe notamment et Frédéric Voll dans cette équipe de Marseille juste après les JO. Et tout de suite après, on a gagné une Coupe d'Europe. Enfin, on était une bande de copains, on s'éclatait. On avait une super équipe. Et puis, c'est vrai que c'était le prolongement de cette équipe des Barjots qui avait fait les Jeux Olympiques. Alors après, bon, vous quittez l'OM Vitrolles pour Pontokobo. Alors vous avez passé 2 ans là-bas dans un club finalement qui ne jouait pas le haut du classement. Ça a dû faire un petit changement quand même pour vous. Oui, ça m'a fait un changement. C'était la première fois que j'allais dans un club qui ne jouait pas le haut de tableau, l'Europe ou le titre. Maintenant, c'est un club qui existe encore et c'est bien parce que les 3 clubs que j'avais fait précédemment n'existent plus. Donc, j'espère que j'étais un peu un chat noir là-dessus et bon là, c'est cassé, quoi. Parce qu'il est comme de Stéphane Kretschmar au niveau du budget. Quand on a tiré Perrault dans une équipe, c'est difficile à assumer. Oui, c'est vrai qu'il faut avoir les reins solides. Alors justement, est-ce que Villeurbanne, votre futur club en tant qu'entraîneur, a les reins solides?
Je l'espère. On verra ça. J'espère que je ne les ferai pas se casser la figure. L'objectif, c'est de toute façon de remonter en D1 assez rapidement, mais j'espère que financièrement, ça va suivre et puis qu'on va pouvoir travailler sur du moyen voire du long terme. Dernière question, pourquoi on vous appelle le mulot? Et ça, faut demander à Boule. C'était à l'époque de Sport-Études et je pense qu'il saurait mieux répondre que moi. Je vais te répondre, Bruno, parce que Mulot, à 15 ans, avait une petite moustache juvénile qui ne coupait jamais. Et puis avec sa petite dent cassée, il ressemblait vraiment à un petit hamster. Donc au départ, c'était hamster. Et après, c'est devenu Mulot. Il n'a pas très bien apprécié. Il m'a appelé Boule et c'est resté. Voilà, c'était la petite vengeance. Ok, merci beaucoup Thierry Perreux et donc bonne chance pour votre future carrière d'entraîneur. Vous aurez quand même Denis Latou dans votre équipe, c'est pas mal. Alors on va regarder un petit peu les statistiques avec Jean-Louis Legrand, un autre grand joueur qui a pris sa retraite mais il y a plus longtemps. Merci Bruno. Donc dans ce premier tableau comparatif, on voit que ça a été une mi-temps de défense quand même, 24 buts marqués seulement dans cette première mi-temps, avec un pourcentage légèrement supérieur pour la France, 61% contre 55%, un pénalty de raté de chaque côté, la maîtrise du ballon, les Allemands ont gardé davantage la balle que les Français. Au niveau des interceptions, 2 pour l'Allemagne, on l'a vu surtout lorsque la France évoluait à un de moins, un joueur de moins. 6 ballons perdus pour la France, 22 fautes en défense contre 17 fautes à l'Allemagne. Ça prouve là encore une fois que c'était une mi-temps de défense. Et 3 exclusions côté français. Attention à Dinard qui en est à 2. Rentrons dans les détails, on voit au poste de pivot, donc Kervadec 3 buts sur 3. À mi-distance avec Stéphane Stocklin, avec Guillaume Gilles, 4 buts sur 7. Et puis à distance, c'est-à-dire au-delà des 9 mètres, 4 buts sur 8, notamment grâce à Jérôme Fernandez. Là, ce qui est important sur ces stats, c'est qu'il n'y a aucun but marqué sur les ailes. Pour les buteurs, Kervadec et Fernandez, 3 buts chacun. Guillaume Gilles, Stocklin, 2. Et Dinard, 1 but. Allez Philippe Gardan, juste avant le début de cette deuxième mi-temps, une petite interview pour les consignes avec Daniel Costantini. Oui Daniel, quelles ont été les consignes à la mi-temps? Les consignes à la mi-temps, elles ne sont pas tellement centrées sur ce qui s'est mal passé en deuxième mi-temps, en première mi-temps, parce que bon, ça peut continuer comme ça, étant donné qu'on a pris un petit coup de fatigue et qu'on leur a simplement dit qu'il fallait qu'ils gèrent maintenant un état difficile contre un adversaire qui fait beaucoup moins d'efforts que nous en défense et qui donc a des armes à monter les balles. Et en 2 mots, j'ai dit aux joueurs, à la fin de la mi-temps, vous étiez une équipe de cadets, essayez de sortir en étant moins une équipe junior, c'est-à-dire d'accumuler un petit peu plus d'expérience, de tenir un peu plus de ballon, et puis si on les met au fond, ça va sourire, sinon ça va être très difficile. Je te remercie. Et voilà, c'est reparti pour cette deuxième mi-temps. L'équipe de France a 2 buts de retard face à l'Allemagne. Christian Godin toujours dans les buts, pas énormément de changements avec premier tir d'entrée pour Patrick Casal sur la barre transversale. On a fait rentrer un joueur capable de tirer dans l'intervalle et prendre la défense de vitesse. Avec Vichers qui est dans les buts maintenant pour l'équipe allemande. Il a remplacé Henning Fritz qui n'a pas été mauvais en première mi-temps. Et toujours pas de Martin Schwalb qui va être ménagé par son entraîneur. Martin Schwalb a 35 ans. Et on va venir essuyer le Taraflex en glissant par la chaleur. On vous l'a dit, il y a énormément de monde à Bercy comme toujours dans ce tournoi. Christian Godin très concentré. 6 arrêts sur 19, 32% de réussite pour le gardien d'Ameln. Andrej Golic est de retour aussi sur l'aile gauche. Il n'a pas beaucoup joué en première mi-temps. Non, il a raté un pénalty, ça ne l'a pas mis en confiance. Enfin, je pense que Daniel Costantini va le faire rentrer en deuxième mi-temps. Voilà, toujours la même combinaison côté allemand avec Kretschmar qui rentre au deuxième pivot. Et regardez, les arrières vont bien écarter. Cirque bien bloqué par Gerrit Kervadec. Et il est costaud. Il n'a pas bougé. Venta. Pris très haut par Jackson Richardson. Patrick, voilà. Regardez, Venta toujours en mouvement sur ses jambes. Toujours en train de regarder ce qui se passe devant lui. Cirque qui va essayer de déclencher son tir à poteau. Il faut la choper celle-là. Voilà Jackson Richardson, la contre-attaque. Réussit quand même à passer à ce temps-là. Quel but
Les artistes associés. Ah oui, il a fallu toute l'adresse de Jackson Richardson pour récupérer ce ballon. Il la pousse et il reprend en dribble. Regardez la pression de Tierke, il passe au millimètre pour Stock. Ah, quelle entente entre ces deux joueurs sur le terrain. Un modèle du genre 13-12. Regardez, Jean-Jacques Amselem nous remontre encore ça sous un autre angle, que c'est bien fait. Carton jaune pour Patrick Casal. Il va falloir que Didier Dinard gère bien son temps de jeu en défense. Oui. De toute manière, il ne pourra plus jouer à fond en défense. Tierke, il a réussi à se débarrasser de Guéric Kervadec au terme d'un bel effort, mais coup franc en faveur de l'Allemagne, toujours. Cette fois-ci, c'est Laure, l'autre ailier qui rentre au deuxième pivot. Il n'y aura pas d'interception. Et on relance tout. Et les Français bougent bien en défense. Voilà, il force les Allemands à la faute. Ah, il tire beaucoup trop de Daniel Stéphan. Mais il était obligé de tirer, il allait avoir refus de jeu. C'est pour ça que le tir était un peu précipité, pas franchement précis. Guillaume Gilles de retour. Attaque inédite avec Casal à droite, Fernandez à gauche et Guillaume Gilles au centre. Ah, superbe. Superbe croisée entre Patrick Casal et Jérôme Fernandez. Et Jérôme a trouvé Guéric Kervadec seul à 6 mètres. Belle combinaison française. Oui, il y a une très belle combinaison. Effectivement, le croisé est fait pour faire monter les défenseurs allemands et créer l'espace derrière pour Guéric Kervadec. Très bien fait. Un Breton plus 12 au 100, la Bretagne est là. Tranquillement, Guéric Kervadec qui égalise à 13 partout. Venta avec Tierke qui a vraiment du mal à se mettre en position de tir. Holger Laure. Ah bah voilà. Ah, faut pas lui laisser 2 mètres à Tierke. Il a un bras monumental, phénoménal. Et il vient de le prouver en battant Christian Gaudin. Et il s'en veut, André Golic et Didier Dinard s'en veulent. Guillaume Gilles face à Petersen. Passe pas trop précise, mais il y avait une faute de Petersen. Et encore un arrêt pour Vickers sur un tir lointain de Patrick Casal. Ça fait 2 fois de suite qu'il trouve le poteau, Patrick Casal. Bon, là c'était avec l'aide du gardien. Tierke. Patrick Casal qui joue très avancé en défense sur Venta pour lui laisser le moins de champ possible. Elle est un peu basse pour se dire que oui, bien sorti Guéric Kervadec. Il a vu tout de suite le petit problème pour rattraper ce ballon côté allemand. Il a jailli. C'est l'une de ses grandes forces. Schwarzer. Tierke, il est très loin. Et arrêt encore une fois de Christian Gaudin. Et avec une faute pour Holger Laure. Ouais, mais ça n'avantage pas l'équipe de France là. Parce qu'il y avait un 4 contre 3 en défense sur la montée de balle qui aurait pu être bien exploité par les Français. Un but d'avance pour l'Allemagne. Guillaume Gilles. On cherche toujours à travailler avec Kervadec. Ouf, la muraille s'était refermée devant Guillaume Gilles. Fernandez, toujours ce travail avec Guéric Kervadec. Alors il ne peut pas s'en sortir. Et il va y avoir 2 minutes pour Petersen. 2 minutes pour Petersen, mais ça aurait mérité aussi un pénalty parce qu'il y avait 2 défenseurs bloquant Kervadec en zone. Mais Bruno, si je peux me permettre, il ne peut pas siffler penalty parce qu'il n'est pas tout à fait encore en position de tir. Donc ça c'était pour moi, Philippe. Ah, c'est gentil. Il ne faut pas me confondre. J'ai la voix moins chevrotante.
Allez, coup franc pour l'équipe de France. Alors qu'on est sur le banc allemand avec Bogdan Venta qui récupère aux côtés de Zierke. Les Français évoluent à 1 de plus. En tout cas, ils insistent, hein. Ils provoquent la défense allemande. Heiner Brandt concentré. Voilà. Jérôme Fernandez. Il n'a pas traîné pour dégainer. Jérôme qui a profité de l'écran parfait de Gueric Kervadec. Voilà, regardez tout le travail de Gueric Kervadec à 6 mètres pour permettre à Jérôme Fernandez de monter dans les meilleures conditions. Et une fois qu'il est monté, une fois que son bras culmine à 3 mètres, eh bien c'est pas très facile de l'arrêter. Ouais, Patrick, comme ça, c'est bien. Et Vickers qui se dit, mais défendez donc. 14 partout. 2-4 de défense. Une défense très offensive. Schwarzer qui a tenté un tir difficile, la contre-attaque avec Léandri accroché par Stéphane. L'arbitre qui laisse jouer. Finalement, il reviendra à la faute. Rien à dire sur cet arbitrage. C'est vrai que Pascal Léandri avait marché dans son 1 contre 1. Bonne défense de Daniel Stéphane. Guillaume Gilles. C'était pas facile. Voilà, fin de passe à gauche, ce qui lui donne l'ouverture entre 2 défenseurs et engagement total du Chambérien. Regardez cette fin de passe à gauche, ça lui ouvre l'intervalle. Il faudrait que tu joues plus et après il devient inarrêtable. Et le tir plus tard. Tout à l'heure c'était le tir trop tôt, là c'était le tir limite encore plus tard. Comme ça tu vas les faire. Les conseils de Daniel Costantini à Guillaume Gilles qui vient de marquer donc le 15e but français. Début de deuxième mi-temps totalement à l'avantage des Français qui viennent de réussir un 4-1 et revenir devant après avoir vraiment été en difficulté en fin de première période. On peut dire que les 2 équipes jouent parfaitement la supériorité numérique depuis le début de ce match. Laure, beaucoup de mobilité dans la défense. Donc elle est haute cette balle pour Zierke. Il a réussi un but superbe. Tir à la hanche de Aaron Zierke. Ah, il a un bras monstrueux ce Zierke. Et l'égalisation donc à 15 partout. Regardez avec la caméra opposée. Christian Godin qui découvre au dernier moment le ballon. Ah oui, c'est un tir masqué. Pas facile pour le gardien français. Jérôme Fernandez avec Guillaume Gilles. Allez, on va remettre en route une attaque. Après ce contrôle un petit peu manqué. Il vient défier toujours. C'était limite. Là aussi c'est la grande force. Ah oui, là c'est la grande force de Jérôme Fernandez sur cette action parce qu'il est monté dès qu'il a reçu la balle, il est monté très vite, ce qui fait qu'il a pris de vitesse la défense. Regardez, il monte dès qu'il a reçu le ballon, ce qui fait qu'il a 1 mètre d'avance sur le premier défenseur. Et comme il est puissant, comme il est lourd, eh bien on ne peut pas le déséquilibrer. Oui, en plus, c'est comme je vous l'ai dit, il fait une course en avant de recevoir le ballon. Et effectivement, dès qu'il a la réception du ballon, il va sur un appui et tire tout de suite. À Zierke aussi. Il y a un duel à distance là entre Fernandez et Zierke. C'est lui qui a marqué les 3 derniers buts allemands, Aaron Zierke. Lors de la finale à la Super Cup, ça avait été le meilleur buteur du match avec 7 buts face à la France justement. C'est un vrai problème. En tout cas, il est beaucoup plus présent et efficace et dangereux qu'Henning Siemens, qu'on n'a presque pas vu en première période, qui n'a marqué qu'un seul but. Lui, il est peut-être plus petit, mais il est plus puissant. Oui, et puis en plus, il peut jouer aux 2 postes arrière, aussi bien à droite qu'à gauche. Et arrêt de Vickers, le ballon sauvé par Lehmann. Et la contre-attaque peut-être pour les Allemands avec Petersen. Non, il y a un bon repli défensif français. Et oui, mais il ne faut pas oublier Holger Laure. Quelle vision du jeu. Quelle erreur alors que les Français étaient en supériorité numérique sur ce repli. Une passe superbe de Marcus Bauer pour Holger Laure qui permet une nouvelle fois à l'Allemagne de repasser devant. Il ne faut pas faire d'oubli défensif, hein. Pas d'impasse. Regardez la puissance et la détermination de cet ailier. Guillaume Gilles. Stocklin est rentré, Patrick Casal.
Il y a une petite faute sur Patrick Casal avant qu'il ne fasse cette passe. Petite protestation polie de Guéric Kervadec, mais ballon perdu par l'équipe de France. Allez, joue pour tirer. Qu'est-ce que tu m'en fais cette passe de merde? Les jeunes supporters qui ont envahi cette salle de Bercy. Toujours une ambiance fabuleuse dans ce tournoi. Même si la fédération française devra à l'avenir certainement relever un petit peu le niveau des adversaires, non pas au niveau de l'Allemagne, qui est vraiment un gros européen. Voilà, mais la Tunisie un petit peu léger quand même pour un tournoi de ce niveau. C'est vrai qu'il faudra relever un petit peu le niveau pour l'année prochaine. Alors qu'on a vu une petite erreur de Guéric Kervadec en défense, ce qui a permis à Schwarzer de se démarquer, de recevoir le ballon dans de bonnes conditions et de marquer le 18e but pour l'Allemagne. C'est un match par série. Les Allemands viennent de mettre 3-0 aux Français. Ils comptent maintenant 2 longueurs d'avance. Guillaume Gilles, là il a le trou. Bien sûr, avec une faute de Petersen qui a accroché le bras de Guillaume Gilles dans sa suspension. Regardez, Jean-Jacques Amsela va nous remontrer la faute. En fait, c'est pas le bras, il lui accroche la tête. Il lui raccroche la tête, mais en ayant les pieds en zone. Et là, Daniel qui se prépare à demander un temps mort. Fernandez qui tire le pénalty, qui le réussit. 5e but pour le joueur de Toulouse. 6e but, pardon. Sur 10 tirs, 60% de réussite au tir. On a pu aussi s'apercevoir qu'en attaque, Daniel Costantini a plutôt écarté Patrick Casal pour remettre Stéphane Stocklin. Effectivement, il reproche à Patrick Casal de ne pas jouer vers le but, de jouer trop latéral. Là aussi, il y a une erreur de la défense française. Les Français ne défendaient qu'à 5. Il manquait un joueur. Ah, ça, c'est le risque quand on prend cette option de faire énormément de changements. Il faut toujours rester concentré et bien compter sur ses mains. 19-17. Allez, il faut tenir, il faut bien préparer cette attaque. Imaginez que ça arrive sur la balle de match en finale du championnat d'Europe. Prendre un but sur une bêtise comme ça, là ça va, c'est le tournoi de Bercy. Tir de Guillaume Gilles, arrêt de Vickers. Ballon sauvé par Holger Lahr, mais récupéré par Stéphane Stocklin. Il provoque tout le temps Guillaume Gilles. Arrêt encore de Vickers, 2 arrêts de suite. Et une relance superbe vers Holger Lahr. Une passe extraordinaire de Bauer. Kretschmar, la roucoulette. Et arrêt de Godin. Il va y avoir une faute. Quel arrêt de Christian Godin à bout portant sur Lahr. On revoit sur cette action. Lahr est toute seule. Et regardez avec ce bras gauche. Formidable Christian Godin, qui a été élu meilleur gardien du tournoi d'Espagne la semaine dernière, alors que l'équipe de France avait battu l'Égypte, l'Autriche et l'Espagne d'un but. Et ça, c'est la petite roucoulette manquée par Stéphane Kretschmar. Mais coup franc pour l'Allemagne. Toujours 2 buts d'avance pour les Allemands. Avec Marcus Bauer. Ouf, tire sur le poteau. Faut la monter. Bien joué ça de la part de Leandri. Kervadec. Ballon sauvé. Non, finalement, le ballon sera pour l'équipe de France. Andrei Golic qui va sur son aile. Et Pascal Leandri s'est fait mal à la cheville. Apparemment, petite entorse pour l'ancien ailier de Dunkerque. Stéphane Plantin qui revient. Ah non, c'est la cuisse, c'est la cuisse. Ouais, voilà, c'est ça. C'est la cuisse, c'est d'une béquille. Hein. Bon, c'est pas grand chose. Jérôme Fernandez avec Guillaume Gilles maintenant. On essaye de trouver Guéric Kervadec. Et peut-être une faute. Oui, 2 minutes pour Lehmann. Nils Lehmann. Ouais, la France a 2 buts de retard. Balle en main en supériorité numérique. Il faut absolument faire la différence sur les 2 minutes qui suivent.
C'était un peu tiré par les cheveux. Plantin, voilà. Sans complexe parce que c'était pas évident de tirer dans cette position, de tirer à ce moment-là. Voilà. Stéphane Plantin qui a bien protégé sa balle en tenant le ballon à deux mains. Ouais, d'autant plus qu'il vient de rentrer à froid comme ça, puisque Pascal André vient de se blesser, donc il est rentré pas forcément très concentré, il arrive à le marquer, c'est très bien. Elle confirme sa belle saison toulousaine. Marché d'Holger Laure, il faut que ça fuse. Jackson Richardson, il y a Didier Dinard. Avec Stéphane Plantin, sont un peu gêné. Stéphane Stocklin qui vient lober tranquillement. Vickers. Bien joué de la part de Stéphane Plantin, de Didier Dinard qui a vu Stocklin. Et de Stéphane Stocklin qui a fixé le gardien au sol avant de lober. Il est monté en suspension, il a attendu le dernier moment. 4e but pour Stéphane Stocklin. Et c'est le 800e but en équipe nationale de Stéphane Stocklin. 800 buts en 218 sélections. Avec une faute sur Marcus Bauer. Et il va y avoir 2 minutes pour Didier Dinard. C'est terminé pour lui. C'est la 3e exclusion temporaire pour Didier Dinard. Carton rouge. La France va jouer en infériorité numérique pour 2 minutes et on ne le reverra plus après Didier Dinard qui a fait 2 minutes. Bien sûr, il sera remplacé quand même. C'est bien dommage parce que Daniel Costantini avait mis un dispositif intéressant avec Stéphane Plantin pris en strict sur Venta qui est le stratège allemand et de faire une espèce de 4-1. Donc là il ne peut plus trop le faire, il va faire juste la stricte et il va attendre la supériorité numérique. Venta qui perd le ballon, interception de Jackson Richardson. Quel défenseur pour le voleur de ballon, la contre-attaque. Dans la foulée, mais que c'est bien joué. Que c'est bien joué de la part d'André Igolic qui avait récupéré ce ballon et qui, au lieu de calmer la balle, comme ils auraient dû le faire, puisqu'il joue à un de moins, une passe superbe sur Stéphane Stocklin qui était parti à toute allure sur son aile droite. Regardez, Stéphane Stocklin, il est à 12 mètres, il déclenche dans la foulée et vient battre Vickers. Et derrière, Tsirke. En ce moment, ça cartonne. Et c'est du très très haut niveau. On vous l'avait dit que ça allait être un match magnifique. Regardez derrière avec la caméra opposée. Le tir fabuleux de Stéphane Stocklin. Quelle rapidité, quel joueur. C'est tout, il n'y a rien à dire. Il confirme. Hein. C'est un monstre. Va partout. Là aussi, on va prendre Stéphane Stocklin en individuel strict. C'est l'œuvre de Kretschmar, mais ça ne suffit pas. C'est festival. Festival, Stéphane Stocklin. Il est chaud. Hein. Il veut fêter dignement ce titre de meilleur handballeur du monde. Stéphane Kretschmar qui ne peut pas faire la faute sur lui. Quel festival de Stéphane. Et tout ça alors que la France est en infériorité numérique. Il ne faut pas l'oublier quand même. Hein. Stocklin qui demandait à ce qu'on essuie le terrain parce que ça peut être dangereux. Voilà, on va arrêter le temps. La France a failli prendre un but en plus là-dessus. Avec ce tir de Kretschmar avait bien vu que Stéphane Stocklin discutait avec les arbitres. Allez, il faut essuyer quoi. C'est pas la peine. Hein. On n'est pas pressé. Voilà. Tranquillement. Le handball allemand d'ailleurs qui domine le handball européen actuellement. Puisque au niveau des clubs, bien sûr. Puisqu'en Coupe des Coupes, il y avait Dutenhaufen qui s'est fait battre par Santander. Coupe de l'EHF, Kiel qui a battu Flensburg Handewitt, deuxième club allemand. Et en Coupe des Villes, Nettelstedt qui a battu Skövde. En finale, bien sûr. C'est exact, mais par contre, en Coupe des Champions, ça reste Barcelone qui conserve son trophée. Exact, depuis 3 ans. Un but d'avance pour l'équipe de France, toujours. Allez, Gary Kervadec, la France est au complet, elle s'en est très très bien sortie de cette infériorité numérique. Guillaume Gilles, un contre 1 avec Jérôme Fernandez. Il va constamment harceler la défense allemande, c'est bien joué de la part de Guillaume Gilles, moins bien de la part de Jérôme. Il faut faire l'effort en défense parce que Holger Laure est parti en contre-attaque. Oh que c'est beau aussi ce but, quelle technique, quelle maîtrise. C'était pas facile parce qu'il y avait 2 joueurs français sur lui.
Il a réussi grâce à une roucoulette à venir battre Christian Gaudin. On se demande comment il fait pour réussir à tirer. Et voilà. Il démarque son bras. Ah, c'est super. Ça. Quelle technique, quelle maîtrise. Superbe but du joueur de Gummersbach. Cette équipe d'Allemagne va être un des gros outsiders du championnat d'Europe, c'est certain. Ils ne seront pas loin du podium. Et voilà encore la France aussi. Stéphane Stoecklein. Il a inscrit les 4 derniers buts français, Stéphane Stoecklein. Alors on va vers le chaos parce que les équipes marquent coup sur coup. Ouais, on espère que Stéphane Stoecklein ira non seulement jusqu'au championnat du monde en 99, jusqu'aux Jeux Olympiques à Sydney, mais surtout jusqu'au championnat du monde en 2001 si la France l'organise. La France qui a décidé d'être candidate à l'organisation des championnats du monde 2001 avec pourquoi pas évidemment une finale ici à Bercy. Là, ça va être une question de présentation de dossier, puis après de politique, sachant aussi qu'il y a d'autres pays qui ont déposé leur dossier, la Russie, le Portugal et la Tunisie. 22 partout, après ce but marqué par Marcus Bauer. Ça va se jouer à un but, c'est sûr. Stoecklein. Guillaume Gilles, bloqué. Passe un petit peu basse pour Jérôme Fernandez. Il va pouvoir déclencher quand même. On l'a trouvé, là, le successeur de Frédéric Voll en attaque. Ah oui, là c'est clair. Là les Français ont mis en mouvement cette défense allemande de droite à gauche. Il a suffi ce 1 contre 1 extérieur-intérieur de Jérôme Fernandez pour le mettre dans une position de tir idéale. Oui, puis on se rend compte que les Français jouent beaucoup plus en mouvement qu'en première mi-temps. C'est pour la raison des failles de Jérôme Fernandez. Il trouve les solutions grâce au mouvement de Guillaume Gilles et de Stéphane Stoecklein. Stoecklein et Fernandez, 7 buts chacun. Faust de Richardson sur Zierke avec un coup franc joué par Christian Schwarzer. Zierke toujours. Oh, ça va être dur pour tirer Aaron Zierke qui reste au sol. A préciser aussi que le champion d'Allemagne est aussi vainqueur de la Coupe d'Allemagne. C'est le Kiel qui a gagné aussi la Coupe de l'EHF. Donc carton plein pour cette équipe. Ouais, le club de Kiel qui joue à guichet fermé toute la saison. On ne peut jamais avoir un seul billet dans cette salle de 8000 places au THW Kiel. Le club de Magnus Wieslander, le Suédois. Staffan Olsson. Et le sourire de Stéphane Stoecklein qui réalise une deuxième mi-temps exceptionnelle. Ça n'empêche pas de rester concentré. Ouais, bonne défense de Guillaume. Ouais, le ballon a été touché par Guillaume Gilles et sera toujours allemand. Venta avec Christian Schwarzer. Accroché. Penalty. Oui, accroché par Jackson Richardson. Gaudin avait bloqué ce tir de Schwarzer, on ne sait pas trop comment, avec la tête. L'arbitre a laissé l'avantage en fait et revient après. Oui, la faute est indiscutable. Avec son épaule droite, il arrive à sortir le tir de Schwarzer. Allez, je pense qu'il prend sur la tête. Hein. Ça va sur l'épaule droite. Sur l'épaule. Oui, ça va. Et il sort le penalty de Stéphane Kretschmar. Et pourtant, c'est le meilleur scoreur allemand aujourd'hui. 8 buts déjà. Et il est remonté comme une pendule, Christian Gaudin. Il aime bien ces gros matchs. Ah oui. Et c'est bien qu'il arrive à se motiver pour des matchs comme ça et être performant, aussi performant. L'équipe de France avait besoin d'un grand gardien. Elle peut compter sur Christian. Guillaume Gilles qui cherchait André Golic. Ballon toujours pour les Français. Un but d'avance pour la France. Encore ces tirs. Le spécial. Le spécial. C'est son spécial. Le spécial dans la foulée. Avec le pied gauche devant. Regardez. Il prend tout le monde de vitesse. Il a l'intervalle. Tir à la hanche. Tir masqué. Complètement masqué pour le gardien. On a l'impression que c'est simple. Hein. Le handball, c'est très simple avec Stéphane Stoecklein. C'est ça toujours décontracté. Il a un bras très lax. Et là aussi, c'est bien joué la défense de Richardson. Il est allé piquer ce ballon dans les mains des Allemands. Ouais, grosse partie aussi de Guillaume Gilles qui en est à 7 passes décisives depuis le début de ce match. On retrouve le grand Guillaume.
Effectivement, Guillaume, même s'il ne marque pas beaucoup de buts, pèse énormément sur la défense allemande et fatigue et vient faire des fixations et libère Stéphane Sauclin et Jérôme Fernandez. On a fait le ménage derrière pour libérer le passage pour Guillaume Gilles. Et je crois en fait que Schwarzer et Kervadek sont en train de s'expliquer. L'arbitre appelle les deux pivots en disant du calme messieurs. On essuie le terrain. Schwarzer est allé au sol après son duel avec Guéric. Regardez en bas de votre écran là-bas. Hop. Ah, c'est dommage parce que Guillaume était en bonne position. Ah, il avait fait le ménage. Guéric Kervadek. C'est son rôle quand même dans la défense. Enfin, il va constamment harceler la défense. Il s'est un peu trop approché de. Il s'est un peu trop approché de la défense. Et là, le petit problème pour Guillaume, c'est qu'il tente beaucoup trop d'un contre un externe et pas assez interne, c'est-à-dire vers sa droite. Alors qu'un arrière ou un demi-centre est quand même plus tenté et doit faire pratiquement 8 fois sur 10 interne, donc vers sa droite, que externe vers sa gauche. Est-ce que ça n'est pas pour habituer son défenseur justement à aller vers l'extérieur et le reprendre vers l'intérieur en fin de match? On va voir ça. En tout cas, Guéric Kervadek a pris 2 minutes. La France va être en infériorité numérique. Va défendre, Jérôme. Va défendre. C'est un peu la confusion au niveau défensif français. Voilà, c'est Jérôme Fernandez qui va jouer alors que la France est en infériorité numérique. Elle compte 2 buts d'avance, 24-22. Faut tenir. 5 minutes de jeu. Ah oui, mais là, Holger Orlor qui s'engage dans le dos de la défense. Une passe laser de Bauer et but pour Holger Orlor. Il fait du dégât quand même, ce petit ailier. Eh oui, il est très vif. Les deux ailiers, de toute façon, Kretschmar et Lor ont été les meilleurs buteurs. Mais 14 buts à eux deux. Voilà, c'est une des grandes forces de cette équipe allemande, de jouer énormément avec ses ailiers, d'avoir 2 ailiers performants, ce qui a pour effet d'écarter la défense et ce qui permet par la suite aux arrières de s'engager dans les intervalles. 6 passes décisives déjà pour Markus Bauer, le meneur de jeu de Niederwurzbach. Plantin. Les Français vont essayer de conserver un petit peu le ballon, de faire tomber le chrono. Interception de Kretschmar. Mais il y avait une faute sur Stocklin. Petite faute sur le poignet. Il faut que les arbitres aient l'œil parce que ça va vite. Stocklin qui peut servir au poste de pivot Golic. Ballon toujours pour l'équipe de France. Et il a un petit peu plus de mal aujourd'hui, André Golic. C'est son premier match très dur. Dommage. Marché. Dommage, c'est limite quand même ce marché. C'est vraiment limite. Faut faire l'effort en défense, faut revenir Guillaume. Voilà. Il n'est pas content Daniel Costantini, loin de là. Ouais, il a raison parce que je sais pas s'il avait marché. Là ça risque de coûter cher à l'équipe de France. Penta avec Tierke, contré par Jackson Richardson, la contre-attaque. C'est mal vu ça. Ouais, Golic n'a pas vu que Vickers avait anticipé et derrière le contre de l'or. Ah, ça coûte cher à l'équipe de France. Alors que la France avait récupéré la balle. Juste au-dessus de la tête de Christian Godin, égalisation 24 partout. Allez, faut se remettre. C'est Guéric rentre. L'équipe de France est au complet. Ouais, mais pendant ce temps-là, la France a pris 2 buts pendant cette infériorité numérique. Tout est à refaire. Alors, s'il y a match nul, au goal average, qui remporte le tournoi, Jean-Louis? La France, puisqu'elle a 2 buts d'avance actuellement. Non, c'est sur le petit filet. Il s'est fait en plus cartonner par Tierke. Alors que vous voyez le petit carton vert pour demander un temps mort de Daniel Costantini. Je ne sais pas s'il va le mettre sur la table de marque. Pour l'instant, il le garde toujours en main. À mon avis, ça va devenir un peu comme au basket. Si c'est toujours un but comme ça, un match nul, à 2 minutes de la fin, il va demander un temps mort pour mettre en place une tactique. Oui, puis pour casser le rythme allemand. C'est bon, les enfants, pour le tournoi. Là, c'est toute l'expérience de Daniel Costantini qui peut faire la différence aussi. Je pense qu'il va demander un temps mort pour essayer de régler le problème de la prise en strict de Jérôme Fernandez. Je pense qu'il va demander à Jérôme d'écarter un petit peu pour libérer des espaces pour les autres joueurs.
tir sur le poteau de Kermadec qui avait fait faire la toupie à Klaus-Dieter Petersen. Tirke. Oh, c'est complètement fou cette fin de match. Totalement débridé. Ah, les arbitres sont, même eux, sont quasiment dépassés par le rythme. Ils ne savent plus qui a la balle, qui fait des fautes. Pourtant, Allez, ce sont des arbitres de grande expérience puisqu'ils ont arbitré la finale du championnat du monde en 97 et les 2 dernières finales olympiques à Barcelone et à Atlanta. Aucune des 2 équipes ne veut lâcher. Hein. Mais quel match! Ah oui, c'est un monument. Bien joué, quel réflexe de Christian Godin. Encore une faute. Faute de Fernandez sur Marcus Bauer. On râlait un petit peu sur les 2 matchs face au Japon et à la Tunisie qui étaient peut-être un peu trop faciles. Et alors celui-là, c'est du meilleur tonneau. Kermadec. Venta. Là, c'est du 1 contre 1, c'est du homme à homme. Venta contré. Et c'est parti, les gars. C'est parti. Marcus Bauer avec Richardson. Penalty. Oula. Il va y avoir 2 minutes en plus pour Marcus Bauer. Regardez le contre de Jérôme Fernandez. Bien vu Jean-Jacques de nous remontrer cette action. C'est ça qui déclenche tout. Bauer prend 2 minutes. La France va terminer en supériorité numérique. Avec un peu plus de lucidité, Jackson aurait dû s'arrêter et décaler Stéphane Plantin qui était seul sur l'aile droite. Mais enfin, c'est pas facile dans ces conditions. Surtout lorsqu'il était poursuivi comme ça par Bauer. Jusque là, ça va. Il le déséquilibre. Non, il le déséquilibre en l'air. Et ça discute beaucoup entre Schwarzer, l'arbitre, et Vickers. Penalty pour Fernandez. Et c'est important pour Fernandez de tirer un penalty dans ces conditions. Sous pression. Dans sa jeune carrière, il n'a pas dû tirer beaucoup de penalty dans ces conditions devant 10 000 spectateurs. Et il le réussit. Ça c'est bien. Entre les jambes d'Henning Fritz. C'est bien pour son expérience. Et Daniel Cosentini qui vient de déposer le fameux carton vert, demandant un temps mort. 8e but réussi par Jérôme Fernandez. Regardez ce combat d'homme à homme. Chacun a son adversaire et il faut tenir. Schwarzer qui perd le ballon avec un coup franc. Le temps n'est pas arrêté. Il y a un changement de gardien de l'autre côté. Non, il y a même, c'est marrant, c'est un ils joueur. mettent un 8e joueur sur le terrain. Un 7e joueur sur le terrain, pardon. Il joue avec une chasuble. Une chasuble orange. Regardez près de Daniel Costantini. Voilà, avec son maillot 18. C'est Daniel Stéphane. L'équipe d'Allemagne joue sans gardien. C'est un choix. Et il restera 30 secondes après ce coup franc. Pour jouer à 7 contre 6. Il n'y a plus de gardien dans les buts allemands. Si la France récupère, la France va marquer. Mais il ne faut pas le prendre ce but. Il n'y a pas de prolongation. Il faut descendre un petit peu sur la 6 mètres parce qu'automatiquement il y a un décalage. 15 secondes. Tirke qui cherche Schwarzer. Et toujours 11 un coup secondes. Toute la salle est debout. Et le temps est arrêté. Quelle fin de match. Il reste 6 secondes. Faut pas prendre ce but. Attention à l'aile droite sur Kretschmar. Oh là là. Il égalise. C'est une combinaison qui a fonctionné pour l'équipe d'Allemagne. Égalisation par Daniel Stéphane. 25 partout. Alors qu'est-ce que vous êtes sûr de vos comptes, Jean-Louis? J'en suis même certain. Donc la France avait 23 buts d'avance au goal average et l'Allemagne 21. Plus 21 oui, d'accord. Donc ça fait 2 buts d'avance pour l'équipe de France. Superbe match entre 2 excellentes équipes. On revoit le dernier but. But marqué par Daniel Stéphane qui avait remplacé le gardien Vickers sur la dernière action. Le choix de Heiner Brandt a fonctionné. Philippe avec Stéphane Stocklin. Oui, je suis encore avec Stéphane Stocklin, ça a l'air d'être un abonné. Stéphane, Tu connais que moi? Stéphane, ma parole, t'as été touché par la grâce en deuxième mi-temps. Money time. Non, mais moi j'ai vu que l'équipe était un peu en difficulté. Mais bon, je me sentais bien. C'est vrai que je l'ai pas très bien pris d'être enfermé là-bas à l'aile. Je suis revenu à mon poste derrière. C'est vrai que bon, quand ça marche, on continue.
Vous avez fait un stage très lourd à Vittel. Vous faites maintenant le tournoi de Bercy qui est assez sollicitant pour les organismes. Quel est ton programme maintenant jusqu'avant l'Euro? Pendant les 3 jours, plage. Plage et un petit peu de rosé avec un bon petit barbecue. Je pense à Bruno Poulain surtout pour le barbecue. Il paraît qu'on mange pas beaucoup chez lui. Voilà, c'était la stoclinerie du jour. Avec donc ce superbe match. J'espère que vous êtes régalés comme nous, parce que là on a vraiment vécu un grand moment de handball. Philippe, vous pouvez encore travailler un petit peu parce qu'on a encore un peu d'antenne, donc n'hésitez pas à faire des interviews avec Jackson par exemple. Oui, je suis avec Jackson. Jackson, on a trouvé en deuxième mi-temps une équipe de France quand même bien motivée, volontaire et qui jouait en mouvement. Il a manqué de peu quand même pour pouvoir essayer de remporter cette confrontation. C'est vrai qu'à la fin, le but qu'on prend en dernière seconde, heureusement que c'est à ce moment. J'espère que ça va pas se reproduire au championnat d'Europe. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a su jouer ensemble en défense, on s'est retrouvés. En plus, il y a Christian Godin qui nous a permis de remonter au score. Mais j'espère que d'ici là, on va essayer de corriger pas mal de problèmes en défense au niveau communication pour le championnat d'Europe. Stéphane Stoclin a annoncé après Bercy qu'il irait à la plage, il irait boire du rosé pour se reposer. Quel est ton programme, toi? Je pense que je vais faire comme lui, mais moi c'est pas le rosé, c'est plutôt le fly. Qu'est-ce que c'est ça? Le fly, justement, Philippe Gardon, tu es spécialiste, je sais pas pourquoi tu me poses la question. Je sais pas. Merci. Ouais, tout ça c'est évidemment pour rire, parce que je peux vous dire que les joueurs français vont effectivement accumuler un petit peu de jus en prévision de cet Euro qui débutera la semaine prochaine. Jean-Louis, dites-nous rapidement le programme de l'équipe de France dans l'Euro. Ça commence la semaine prochaine, vendredi, où la France rencontrera la Lituanie, puis le lendemain la Suède, match hyper important. 2 jours après ça sera l'Italie, puis l'Allemagne, pour terminer par la Yougoslavie, alors que l'Allemagne commencera son Euro par un match face à la Suède. Allez, avec Jérôme Fernandez. Oui, je suis avec Jérôme. Jérôme, on t'a senti très en verve en deuxième mi-temps, notamment quand tu as fait des appels de balles sans ballon. Tu as eu beaucoup de réussite. Es-tu satisfait juste avant de partir à l'Euro? Je suis satisfait à moitié parce que depuis le début de la saison, je défends pas trop. Là, j'essaye de défendre le maximum possible. Daniel essaie de me faire confiance. J'arrive à moitié. C'est vrai qu'en attaque, de toute façon, j'étais pris pour l'attaque. Mais j'aimerais bien aussi travailler en défense, ça me permettrait de pouvoir jouer un peu plus. D'accord. J'ai posé la même question à Jackson et à Stéphane Stoclin en ce qui concerne qu'est-ce que tu vas faire après Bercy, un repos, quel est ton programme pour toi? Je vais me reposer en famille parce que la famille c'est le plus important. Et puis je vais retourner aux sources un peu, ça va me faire du bien. Et puis on partira mercredi pour l'Euro, j'espère qu'on ira loin. Merci Jérôme. On voit tout à fait la différence entre les jeunes et les anciens au niveau de la récupération. Allez, on regarde les statistiques avec vous, Jean-Louis. Donc le tableau comparatif avec 62% de réussite au tir côté français, 56 côté allemand, donc ce sont de très bons scores. Au niveau des pénaltys, Christian Godin a arrêté 2 pénaltys, la France en a raté 1. Au niveau de la maîtrise, les Allemands ont gardé davantage le ballon que la France, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus préparé leurs attaques. 3 interceptions côté allemand, 10 ballons perdus côté français, notamment lorsqu'ils étaient en infériorité numérique. Au niveau de la défense, on sait que ça a été un match de défense. 49 fautes d'un côté, 31 fautes pour l'Allemagne. Au niveau du détail, donc 4 buts à 6 mètres. Mi-distance, là on a vu Stéphane Stoclin, on a vu Guillaume Gilles, 7 buts sur 11. Et à distance, c'est surtout l'œuvre de Jérôme Fernandez et aussi de Stéphane Stoclin. 9 buts sur 18. Encore une fois, peu de buts sur les ailes. Les buteurs français, 8 buts pour Stoclin et Fernandez, avec un 73% pour Stéphane, 4 buts pour Kervadec. Guillaume Gilles, 3 buts, mais 7 passes décisives. Un but pour Dinard et pour Plantin. Au niveau des gardiens, 32% de réussite aux arrêts pour Christian Godin. 12 arrêts sur 37 tirs, c'est un très très bon pourcentage. Côté allemand, 18 buts marqués sur 33 plein champ, avec 3 buts au poste de pivot. C'était surtout les rentrées de l'or de l'aile vers le centre. 8 buts à mi-distance et 6 buts sur 13
à distance. Les buteurs, 7 buts pour Laure et Kretschmar, 4 pour Zierke. Voilà les buteurs allemands. Merci Jean-Louis pour les statistiques. Voilà, on va rendre l'antenne après ce superbe match entre l'équipe de France et l'Allemagne. Le score 25 partout, de bon augure quand même avant le championnat d'Europe. Le championnat d'Europe qui débute le 29 mai. Ça sera d'ailleurs une compétition que vous pourrez suivre tous les matchs de l'équipe de France en direct sur Canal+ en numérique. Ça sera le premier match face à la Lituanie le 29 mai. Et Jean-Pierre Lacou qui... l'ancien président de la Fédération française de handball qui se prépare à remettre la coupe de ce tournoi de Bercy, remporté pour la 4e fois par l'équipe de France au bénéfice de la meilleure différence de but. Au niveau du spectacle, je pense qu'elle méritait largement de remporter ce tournoi, Jean-Louis. Ça c'est vrai. Voilà. Rien à dire, et puis c'est de bon augure pour le championnat d'Europe, pour les deux équipes d'ailleurs. Merci Jean-Louis, merci Philippe Gardan, merci à toute l'équipe qui a réalisé pendant 3 jours ce superbe spectacle emmené par Jean-Jacques Amselem. Voilà, à très bientôt pour du handball. Je vous dis donc, ça sera le 29 mai en direct pour le France-Lituanie, premier match de l'Euro. Bye bye. Salut.